Vous le savez, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux et cet après-midi, vous allez nous parler des coups de foudre de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous et notamment bonjour aux amoureux qu'on n'a pas l'habitude de saluer comme une catégorie spécifique. Ils sont importants les amoureux, vous savez, ils incarnent la part enthousiaste du monde. Rien ne leur résiste, c'est bien connu. Alors nous avons invité cet après-midi Jean-Claude Bologne qui vient de publier chez Albin Michel une très opportune histoire du coup de foudre et nous allons entrer dans l'histoire des sensibilités cet après-midi. Avec lui, nous évoquerons aussi quelques amoureux célèbres, au premier rang desquels le maréchal de Saxe, insatiable, le maréchal de Saxe. Et vous allez d'ailleurs nous raconter une de ses conquêtes, pas militaires, Oui. je précise. Non, j'aurais pu vous raconter un certain nombre des conquêtes militaires du maréchal de Saxe. Vous savez qu'il a été le grand capitaine du règne de Louis XV. Seulement aujourd'hui, ce sont ces conquêtes galantes qui nous intéressent, et tout spécialement l'aventure, vous allez voir, assez contrariée qu'il a eue avec la sublime Justine Favart. Et justement, où nous emmenez-vous à 15h pour la troisième partie de l'émission, Franck? Nous irons visiter la dernière des grandes maisons de Monsieur de Saxe, le château de Chambord que le roi avait mis à sa disposition après la grande victoire de Fontenoy. Chambord dont nous recevons aujourd'hui le président Jean d'Aussonville. Pour le moment, vous l'aurez compris, nous partons pour le XVIIIe siècle, pour le siècle des amours. Alors nous attachons nos pas à ceux de la belle Justine. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. De Justine Favart, on a dit souvent et l'on a pu lire qu'elle était une des plus jolies femmes de son temps. Ce n'est pas rien lorsqu'on sait qu'elle vivait dans une des époques où la femme aura été le plus magnifiée, celle du règne de Louis XV, le règne de Boucher, de Fragonard, le règne des corsets et des cerceaux, le règne des petites mouches qu'on se mettait sur le visage pour traduire certains sentiments ou pour en cacher d'autres. D'où vient-elle, notre ravissante Justine, un prénom qui bientôt fera rougir? De Provence, figurez-vous. Disons qu'elle est née dans la Cité des Papes à Avignon en 1727, dans une charmante famille de musiciens du roi. Son père et sa mère étaient en fait attachés à la musique de l'ancien roi de Pologne, le beau-père de Louis XV, Stanislas Leżinski. Nous avons parlé un certain nombre de fois de la cour très brillante que Stanislas entretenait à Lunéville. Eh bien, les parents de Justine faisaient partie des musiciens du roi. Or, très tôt, la jolie gamine va témoigner d'un don marqué pour la danse, pour le chant, pour le théâtre. Oserais-je parler d'une bête de scène déjà en devenir? C'est en 1744, elle a à peine 17 ans, qu'elle découvre Paris, capitale brillante et sombre à la fois, et tout ensemble la plus raffinée du monde et la plus puante, la plus grivoise aussi. Notre petite jeune fille y fait ses premiers pas sous le nom masqué de Mademoiselle de Chantilly. Regardez-la, sa tête est pleine de rêves, de grandeur, de rêves, de gloire. Ses débuts dans la carrière, pourtant, elle ne les fait que sur des tréteaux, ceux de la foire Saint-Laurent. Ah non, là, ce n'est pas le théâtre français. Le rêve de Justine, ce serait d'intégrer la troupe du prestigieux Opéra Comique, fondé en 1714, sous le règne précédent et dirigé par Jean Monnet. Ce dernier y a invité un auteur éminent de pièces de théâtre et d'opéra comique qui s'appelle Charles-Simon Favart. Et le succès des pièces de Favart est tel que l'on craint que l'opéra comique ne concurrence les autres théâtres parisiens, et en particulier cette fameuse comédie française qui bat un peu de l'aile, disons-le, depuis la Régence. Pour remédier à cette concurrence, les autorités décident tout simplement de fermer les portes de l'opéra comique. Favart n'a donc plus de scène et il est contraint d'aller se produire où il peut. Et quand je dis où il peut, y compris dans les foires. Il va donner un spectacle de pantomime à la foire Saint-Laurent. Charles Simon, à ce moment-là, va bien sûr croiser le parcours et croiser le regard de la jolie Justine. Il tombe complètement sous le charme de cette jeune comédienne, aussi gracieuse qu'élégante, et qu'on appelle la Chantilly. Et oui, c'est le nom, rappelez-vous, Mademoiselle de Chantilly, c'est le nom qu'elle se donne. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un coup de foudre? Nous poserons tout à l'heure la question à notre invité. Le fait est que cette rencontre est une véritable rencontre amoureuse, qu'elle est rapide, qu'elle est puissante et qu'elle a l'air assez partagée, assez réciproque.
Donc je crois qu'on doit pouvoir parler d'un coup de foudre quelques mois plus tard, sous la blancheur hivernale d'un jour de décembre 1745, nos deux amoureux se jurent fidélité. Oui, ils passeront leur vie, oui, ils passeront leurs jours ensemble. Seulement Favart n'est pas le seul à être tombé sous le charme de la Chantilly, comme on l'appelle. Lors d'une représentation à Paris, se trouve là dans le public un monsieur dans la force de l'âge, au regard bleu perçant, à la perruque grise et courte. Le monsieur est habillé de façon extrêmement élégante, il porte le grand cordon de l'ordre du Saint-Esprit, bref, c'est une haute personnalité. Et oui, c'est carrément le maréchal de Saxe, vous imaginez, le grand guerrier de l'époque. Aussi grand amateur d'art dramatique, je ne sais pas si ce sont les comédiennes qu'il préfère ou les pièces de théâtre, toujours est-il qu'il passe son temps dans les salles. Alors c'est lui qui a remporté des victoires légendaires à Prague en 41, à Fontenoy en 1745. C'est un des plus grands personnages de l'époque, disons-le. Et il est toujours à la recherche de nouvelles de jeunesse, de tendrons, de nouvelles beautés. Et là, il croit qu'il a trouvé celle qui lui plaît. 15 jours plus tard, on est le soir du 31 décembre 1745, Charles-Simon Favart, donc qui est devenu maintenant le compagnon de notre Justine, Favart reçoit une lettre signée du maréchal de Saxe. Sur le rapport que l'on m'a fait de vous, monsieur, je vous ai choisi de préférence pour vous donner le privilège exclusif de ma comédie. Ne croyez pas que je la regarde comme un simple objet d'amusement. Elle entre dans mes vues politiques et dans le plan de mes opérations militaires. Je vous instruirai de ce que vous aurez à faire à cet égard lorsqu'il en sera besoin. Je compte sur votre discrétion et sur votre exactitude. Et c'est signé Saxe. Ah oui, ça en impose, évidemment. Vous aurez compris que le maréchal, ce grand seigneur qui écume les champs de bataille, Saxe offre à Favart la possibilité de l'accompagner avec sa troupe dans ses expéditions militaires. Et évidemment, Favart ne voit pas de mal. Il est tout à fait flatté par la demande qui lui est formulée. Il n'a pas compris qu'il s'agit pour le maréchal d'attirer la Chantilly dans ses filets, bien entendu. Charles-Simon accepte. Il accepte avec joie la proposition de Maurice de Saxe. C'est ce qu'on appelle, on peut le dire, une occasion en or. Alors, évidemment, il faut accompagner le maréchal dans ses expéditions militaires. Le but de Saxe, en se faisant ainsi accompagner, c'est tout simplement d'instaurer le théâtre aux armées. Vous savez, c'est de distraire ses soldats, ou en tout cas ses capitaines. C'est de faire régner une bonne ambiance, et puis c'est aussi d'attirer sans doute, dans la suite de ses armées et dans celle de ses bagages, certaines jeunes filles pas trop farouches. Franck, vous nous racontez le tendre amour que porte Charles-Simon Favart, célèbre auteur de pièces de théâtre, à la belle comédienne Justine. Cet amour tranquille va bientôt être menacé par les plans diaboliques du maréchal de Saxe. Oui, c'est non seulement un amour tranquille, mais c'est un amour légitime, puisque ce qu'il faut vous dire, c'est que Favart a eu le temps d'épouser Justine. Ça, le maréchal de Saxe va le découvrir un peu plus tard. Et justement, j'ai une question pour vous. D'où vient ce maréchal de Saxe ? Le maréchal de Saxe est un enfant naturel très important. Il est le fils de l'électeur de Saxe, Frédéric Auguste, le futur roi de Pologne, Auguste II, avec une aventurière d'origine suédoise qui s'appelait Marie-Aurore de Königsmarck. Ce bâtard royal, si je puis dire, a épousé la France très tôt. Il a décidé qu'il servirait la France dès 1720, et de fait il va nous servir considérablement. C'est la guerre de succession de Pologne qui lui donne l'occasion de se mettre sur le devant de la scène, et là il va multiplier les coups d'éclat jusqu'à la célèbre bataille de Fontenoy, qui est une des plus grandes victoires de l'histoire de France. Donc il est devenu un homme évidemment une sorte de gloire nationale, même s'il est d'origine saxonne. Il travaille pour le roi de France, qui d'ailleurs va lui aller jusqu'à lui offrir le château de Chambord, vous imaginez. Nous en parlerons tout à l'heure, bien entendu. Alors, le maréchal de Saxe n'est pas conquérant seulement sur un plan militaire. Vous aurez compris qu'il a également beaucoup de conquêtes féminines. On raconte, monsieur le maréchal, lui écrit la marquise de Pompadour justement au moment de Fontenoy, on raconte qu'au milieu des travaux et des fatigues de la guerre, vous trouvez encore du temps pour faire l'amour. Eh bien, c'est un fait. Le maréchal est sur tous les fronts à la fois. Rien ni personne ne lui résiste, écrit Gavin Clémente Ruiz, rien ni personne, sauf peut-être la petite Favart.
Elle a donc tout juste 18 ans maintenant. Maurice de Saxe, lui, en a 49. Mais ce n'est pas ce genre de différence d'âge qui va gêner un maréchal de France, grand personnage comme il est. Vous savez, nous parlions de ça juste avant que ne commence l'émission. Imaginez un très grand capitaine d'industrie, un des grands patrons du CAC 40 aujourd'hui, qui aurait envie d'avoir une aventure ici ou là. Est-ce que vous imaginez qu'il va se soucier de l'âge et de la situation de la jeune fille? Il y a des gens qui sont à un niveau tel de puissance et d'autorité qu'ils s'imaginent que tout est fait pour céder devant eux. Bien, c'est exactement le cas de ce maréchal qui, dans un premier temps, va recevoir le couple Favart de façon royale. Et pour n'attirer aucun soupçon de la part du dramaturge, il le couvre littéralement de cadeaux. Lit de camp recouvert de satin rayé, nous dit Clémente Ruiz, carrosse, ses 2 chevaux fringants, bouteilles de vin à volonté, des prêts d'argent à n'en plus finir. Bref, il doit se demander un peu ce qui lui arrive, ce monsieur Favart. Quand vous avez une très jeune et très belle épouse et que d'un seul coup, il vous arrive énormément de faveurs comme ça, posez-vous des questions, sinon vous finirez comme Favart. Dans un premier temps, lui est comblé. Il exerce son métier toujours avec sa femme, bien sûr, dans des conditions absolument extraordinaires. Il est indéniable que Maurice de Saxe se servit de Favart pour d'autres missions que son seul amusement, nous dit Gavin Clément Ruiz. Ainsi, le 10 octobre 1746, à la veille d'une bataille décisive, Maurice fit venir l'impresario et lui dit « Je vais vous confier un secret que vous garderez jusqu'à ce soir. Demain, je livrerai bataille. » Personne ne s'en doute. Faites-le annoncer ce soir à la fin du spectacle par des couplets que vous ferez à cette occasion. Et donc, le soir même, devant une salle comblée, fiévreuse, Justine Favart déclame « Demain, nous donnerons relâche sans que notre public s'en fâche. Demain, bataille et jour de gloire. » Ils font partie, en quelque sorte, des plans moraux du maréchal, le couple Favart. Alors, elle va annoncer comme ça la grande bataille de Raucourt, en l'occurrence, du 11 octobre 1746. Grande bataille où l'armée du roi de France, sous les ordres du maréchal de Saxe, va affronter celle de l'empereur, sous les ordres de Charles-Alexandre de Lorraine. Quelque temps plus tard, Justine, qui ne se doutait pas encore vraiment des intentions du maréchal de Saxe, reçoit carrément une lettre. Là, il n'y a plus aucun doute possible. C'est un véritable billet d'amour. En fait, c'est la copie exacte d'une lettre que Saxe avait écrite 30 ans plus tôt à Adrienne Lecouvreur. Vous imaginez ça? Un copier-coller. Oui, et en plus, il l'avait fait rédiger par Voltaire à l'époque. Bref, Justine ne sait pas tout ça, mais elle prend peur. Elle sait que le maréchal peut se montrer menaçant. C'est un homme infiniment puissant. Elle décide de fuir. Elle affirme, elle prétexte qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle est malade, etc. Et elle va se réfugier à Bruxelles chez la duchesse de Chevreuse. Maurice de Saxe n'est pas né de la dernière pluie. Il sait que tout cela cache évidemment une rebuffade et donc il a bien l'intention de faire avancer un peu plus avant son avantage. Comment oser décliner les avances d'un homme tel que lui ? Non, bien sûr que Saxe n'est pas du genre à abandonner ce qu'il désire. Il est furieux de voir la jeune Justine se refuser à lui. Alors elle sait que Saxe a beaucoup de liens à Bruxelles, donc elle repart pour Paris où elle essaie de se réfugier. On va la revoir remonter sur les planches à Paris et à son mari. Elle prétend toujours qu'elle est malade, qu'elle se sent mieux quand elle est à Paris, etc. Lui continue, Charles Simon, il continue de suivre le maréchal, bien entendu. Maintenant, il est tout seul aux côtés du maréchal et ce qu'il ne pouvait pas deviner, c'est qu'il allait payer pour la désertion de sa femme. Du jour au lendemain, le traitement change et là, il va devenir le souffre-douleur du maréchal de Saxe. Inutile de vous dire que ça n'est plus du tout une position enviable.
Un extrait de la danse allemande numéro 1 de Schubert sur Europe 1. Franck, vous évoquez cet après-midi une histoire d'amour entre Justine et Charles-Simon Favart au XVIIIe siècle, et il se trouve que le maréchal de Saxe porte un amour sans retour à la belle Justine Favart. Ils ne peuvent pas vivre leur amour tranquille, ces deux-là. C'est un véritable coup de foudre pour elle. Exactement. Alors, en plus, en octobre 48, c'est la fin de la guerre de succession d'Autriche, et donc on dissout tout, les troupes et tout ce qui les accompagne. Et voilà donc que notre Favart se retrouve du jour au lendemain sans poste, sans le sou. C'est à lui désormais de retrouver, il faut qu'il loue les salles pour pouvoir jouer, etc. Il est vite couvert de dettes. Il doit plus de 26 000 livres, ce qui est quand même beaucoup à son échelle en tout cas. Il est menacé de prison et son seul espoir, c'est d'aller s'adresser à la seule personne vraiment puissante qu'il connaisse. Donc il s'adresse au maréchal de Saxe, qui le voit venir, bien entendu. Le maréchal se dit que c'est peut-être le moyen enfin d'éloigner son rival. Alors, il lui propose un poste de comédien en Pologne. Ah oui, mais là, Favart explique que non, il ne peut pas parce qu'il est très amoureux de son épouse. Il ne peut pas s'éloigner. Il est vraiment très aveugle, le pauvre homme. Et là, vraiment, le maréchal commence à en avoir assez. Il est, vous l'avez compris, après le roi peut-être, l'homme le plus puissant du pays. Et il va utiliser la terrible lettre de cachet. Vous savez, ces lettres qui étaient signées en blanc par le roi qui permettaient d'incarcérer dans des prisons d'État les ennemis du pays, d'une certaine manière. Et voilà comment Favart, pour échapper à la lettre de cachet, est obligé d'aller se réfugier dans un petit village à côté de Strasbourg. Il est caché par un curé dans sa cave. Vous imaginez, c'est une histoire invraisemblable. Ça va durer près d'1 an. Et pendant près d'1 an, les époux Favart continuent de s'écrire au risque de dénoncer, de livrer la cachette de Favart. Mais néanmoins, ils restent toujours très liés. Pendant ce temps, bien sûr que Justine, elle, continue à jouer. Elle joue au sein de la troupe de la comédie italienne et elle a un tel succès que Madame de Pompadour aimerait bien la voir. Donc, la troupe est convoquée et priée de se produire au château de Fontainebleau pendant le séjour d'automne de la cour. Et sauf que là, Justine se dit, mais si je vais à Fontainebleau, si je joue devant le roi, il y a de forts risques que le maréchal soit là. Il va encore me mettre le grappin dessus parce qu'il n'arrête pas de lui faire des propositions, de lui adresser des billets, de lui faire des offres incroyables. Et dans une lettre à son mari, puisqu'elle continue de lui écrire, Justine lui explique qu'elle va se faire porter pâle et elle lui donne rendez-vous à Lunéville, le village où elle a grandi, enfin la ville devrais-je dire, où elle a grandi, le 8 octobre 1749. Ce jour-là, lorsque Justine arrive à Lunéville, elle est saisie par 2 policiers de la garde personnelle du maréchal. Mais ça paraît complètement fou, elle est arrêtée, enfermée au couvent des Ursulines des Andelys, et très vite, elle comprend que, une fois de plus, elle a été la proie du maréchal de Saxe. Alors, elle va rester un temps dans ce couvent des Ursulines, puis elle est conduite dans un autre couvent encore plus isolé, à Angers. Elle écrit au maréchal, elle implore son pardon, elle le supplie de la libérer. Et voilà la réponse du maréchal de Saxe à Justine Favart, 21 novembre 1749. Je viens de recevoir la lettre que vous m'avez écrite le 16 de ce mois. Je vous prie d'être persuadé que si je m'étais mêlé de votre détention, je ne vous aurais assurément pas mise dans un couvent tel que vous me dépeigniez celui où vous êtes. Vous me demandez pardon, vous savez bien que je ne suis pas long à vous pardonner, mais il faut autre chose que mon pardon pour vous tirer du labyrinthe où vous êtes, et cela ne dépend pas de moi. Vous savez bien que, hors un point, sans lequel il n'en est point, j'ai toujours prévenu tous vos désirs. Si vous aviez fait de même, votre pis-aller aurait été tout ce que vous désirez à présent. Et vous auriez obtenu de mon amitié ce que ma tendresse n'a pu vous accorder. Vous dites que j'ai des griffes et qu'il n'est pas aisé de s'en tirer, je le crois, mais je ne vous ai jamais fait que pattes de velours et ces griffes ne vous feront jamais de mal. Vous n'avez point voulu faire mon bonheur et le vôtre, peut-être ferez-vous votre malheur et celui de Favart. Je ne le souhaite point, je le crains. Non mais vous imaginez là, où peut aller la furie amoureuse de cet homme, c'est assez étonnant. Donc Justine va vivre dans des conditions épouvantables encore pendant des mois. Et un jour, elle se dit qu'elle va céder, que voulez-vous. Le maréchal lui est immédiatement reconnaissant, elle est libérée de son couvent, tout de suite mise dans des conditions plus agréables à Issoudun, et la voilà bientôt au château de Chambord, où réside désormais le maréchal de Saxe.
si j'ose dire, la Chantilly s'installe à Chambord. Les 2 lettres de cachet qui menaçaient le couple sont immédiatement levées et quelques mois plus tard, le maréchal tombe de cheval et il se tue sur le coup. Ça, c'est la fin inattendue de notre affaire. Favart, qui plagie Corneille à propos de Richelieu, commente ainsi l'aventure malheureuse du maréchal. Ce sont des vers qu'il a dit à loisir. Qu'on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Je le trouve décidément d'une gentillesse ou d'une naïveté saisissante, ce pauvre Favart, qui n'a pas vu jusqu'où le maréchal de Saxe aurait pu briser son ménage et faire le malheur de 2 personnes. Alors, nos amoureux, les Favart, que vont-ils devenir, me demanderez-vous ? Eh bien, disons comme dans les contes qu'ils vécurent heureux et eurent quelques enfants. Bonjour Jean-Claude Bologne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous aider à essayer d'y voir plus clair dans un des phénomènes les plus mystérieux qui soit, le coup de... Un extrait du bal La symphonie fantastique de Berlioz par James Levine sur Europe 1. Franck Cet Ferrand. après-midi, les coups de foudre sont à l'honneur. Et à ce propos, Franck, vous recevez le romancier, essayiste et journaliste Jean-Claude Bologne et auteur de l'ouvrage Histoire du coup de foudre aux éditions Albin Michel. Oui, c'est amusant d'avoir écrit cette histoire du coup de foudre, qui est une véritable histoire des mentalités et des sensibilités, une discipline qui a tendance depuis une trentaine d'années à se développer, Jean-Claude Bologne. Depuis quand est-ce qu'on parle véritablement de coup de foudre ? Je précise que dans l'histoire que je viens de raconter, dans cette histoire des amours contrariés du maréchal de Saxe, il n'est pas vraiment question de coup de foudre. Lui a surtout un énorme désir pour cette jeune fille. Quant aux époux Favart, je pense qu'ils s'aiment sincèrement, mais qu'il n'y a pas eu de coup de foudre au sens propre. Depuis quand est-ce qu'on parle d'un coup de foudre ? Alors, l'expression en tant que telle, c'est 1741, c'est dans un... c'est très précis, donc c'est exactement l'époque qui nous concerne. C'est tout à fait l'époque qui nous concerne, oui, c'est dans un roman de Crébillon. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que c'est la 2e édition de ce roman. Dans la première, il parlait de coup de sympathie, et à partir de la 3e, il recommencera à parler de coup de sympathie. Donc on voit la fragilité de l'expression. Oui, l'expression n'a duré que le temps d'une édition, en fait. Elle n'a duré que le temps d'une édition, puis elle sera reprise. Les 20 premières attestations sont dans des romans de Crébillon. Donc c'est vraiment dans ce milieu de romans libertins, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de grands romans d'amour chez Crébillon. Et Crébillon se moque plutôt du coup de foudre. Il dit que c'est un prétexte inventé par les femmes pour pouvoir se donner immédiatement, sans avoir besoin de se faire longuement la cour, puisqu'elles ont eu le coup de foudre. Alors ça, c'est le fameux coup de foudre prétexte, en quelque sorte. Voilà. Ce qu'il y a d'étonnant, nous avons tous, enfin j'espère, je sais pas après tout, mais je pense que nous sommes nombreux à avoir vécu ce qu'on appelle des coups de foudre, c'est-à-dire une très violente dilection pour quelqu'un, une très forte appétence très immédiate pour une personne qui débarque comme ça et qui n'y peut rien d'une certaine manière. Ça, c'est incontestable, ça existe. Néanmoins, on a tendance à réécrire l'histoire après coup. C'est ça, souvent. Hein. Voilà, le coup de foudre, je l'ai pris de façon très, très large. Il faut effectivement qu'il y ait un désir intense et que ce soit immédiat. Ce sont les 2 seuls critères que j'ai retenus. Ça peut concerner des histoires de cœur. Il y a des coups de foudre sentimentaux et il y a des coups de foudre sensuels. D'amitié aussi, sensuels. Il y a aussi des coups de foudre d'amitié. Voire intellectuels. Pour les objets, pour des livres, sans aucun problème. Mais en l'occurrence, le coup de foudre sensuel et le coup de foudre sentimental se rencontrent à toutes les époques de la même manière. Alors on reviendra tout à l'heure sur en quelque sorte, nous referons l'histoire des coups de foudre, on repartira dans l'Antiquité avec quelques exemples célèbres et puis on remontera, plutôt nous descendrons l'échelle du temps. Simplement, est-ce que cette notion de coup de foudre a été conçue au départ comme une chose positive ? Car pour nous, quand on dit un coup de foudre, c'est une chose qui est connotée très positivement. Il semblerait que chez Crébillon et chez ceux qui le suivent, ce ne soit pas le cas en fait. Pendant longtemps, on a redouté le coup de foudre, c'est ça. Dans la mesure où il arrive de façon inopinée,
pas nécessairement au bon moment et pas nécessairement avec les bonnes personnes. Il va contrarier notamment les stratégies matrimoniales, puisque ce sont les parents qui marient leurs enfants. Et une fois qu'on est engagé, que ce soit sur un coup de tête, un coup de foudre, un coup de sang ou un coup de cœur, c'est pour toujours, voire l'éternité si l'on y croit. Donc on craint que le coup de foudre ne marie des gens contre la raison et que ça ne dure pas longtemps alors que le mariage est éternel. Dans la société classique, qui est une société d'ordre, en l'occurrence celle de l'ancienne France, puisque c'est ce qui nous intéressait à l'instant, on distingue très clairement les affaires matrimoniales, le fait de fonder une famille, d'avoir des enfants, de transmettre un héritage dans tous les domaines, un héritage en termes de savoir-faire, un héritage financier dans certains cas, etc., des considérations sentimentales et sexuelles. Ce sont trois domaines, j'ai envie de dire, très différents. Oui, tout à fait. Mettons de côté tout de suite la bagatelle, si je puis dire. Ça fait partie de la vie autrefois, et ça n'est accompagné d'aucune considération spécifiquement sentimentale, en fait. Alors, Montaigne disait que le mariage est une chose trop sérieuse pour le fonder sur quelque chose d'aussi vague, d'aussi évanescent que l'amour. Bien entendu, si les jeunes gens s'entendent, c'est toujours mieux. On demande aux jeunes gens d'être aimables et non pas d'aimer. C'est-à-dire qu'ils puissent éveiller l'amour. C'est à eux d'être aimables, voilà. C'est à eux d'être aimables, et l'amour s'éveillera après le mariage, mais il ne faut surtout pas fonder le mariage sur de l'amour. C'est quelque chose de trop fragile, de trop fragile, bien sûr. Alors que le mariage est indissoluble. Je pense que tout ça était très sage entre nous, soit dit. Bon, ça c'est la dimension mariage qu'on peut mettre de côté. Et puis il y a donc de l'autre côté, complètement à l'autre bout du spectre, si je puis dire, tout ce qui relève du plaisir au sens propre. Entre les deux, il y a cette affaire du sentiment. Le sentiment, c'est une chose qui naît progressivement, qui n'a pas toujours été. Alors on parlera tout à l'heure des amours courtoises, on parlera de l'histoire du sentiment d'une certaine manière, mais à l'époque dont nous parlons, donc au milieu du XVIIIe siècle, est-ce qu'on peut dire que le sentiment est l'ennemi de l'homme et de la femme ? Alors, c'est l'ennemi de la tranquillité. Voilà. Le sentiment passionné est ennemi de la tranquillité. Il est craint. Et effectivement, le libertinage, comme la préciosité qui s'arrête à la tendresse, sont deux façons de maîtriser le sentiment et de ne pas le laisser aller jusqu'à la passion. Et c'est le romantisme qui va réhabiliter la passion de façon tout aussi malheureuse. Si vous prenez le romantisme par opposition au XVIIIe siècle, c'est « nous aimons passionnément, donc mourons ensemble ». Ce n'est pas plus heureux pour autant, c'est toujours aussi craint, mais au moins c'est réhabilité. Oui. Donc, en quelque sorte, il faut apprendre à l'apprivoiser aussi, peut-être, ce sentiment. C'est apprivoiser quelque chose qui est trop fort pour être vécu intensément dans une société extrêmement policée et refermée sur elle-même. Et donc, nous sommes quand même à la cour de Versailles, tout le monde se connaît, tout le monde se voit tous les jours, on n'a pas le temps de développer de longues passions. Donc, dans cette société-là, le coup de foudre, c'est en quelque sorte une sorte de catastrophe naturelle. Alors, si on parle du coup de foudre romantique, ce serait une sorte de catastrophe naturelle. Mais encore une fois, chez Crébillon, c'est plutôt un prétexte et c'est plutôt bien vu. Crébillon se moque des femmes qui éprouvent 3 ou 4 coups de foudre par jour. Elles invoquent le coup de foudre pour être plus libres dans leurs attitudes, en fait, oui. Dans leurs mœurs, bien entendu. Alors, nous venons dans un instant à l'histoire pure et simple du coup de foudre. Depuis quand est-ce qu'on en a répertorié de ces coups de foudre ? Vous allez voir que ça nous ramène très... L'hymne à l'amour par Edith Piaf sur Europe 1. Franck, nous nous intéressons à l'histoire des coups de foudre et pour en parler, vous êtes en compagnie du romancier, essayiste et journaliste Jean-Claude Bologne. Alors, il faut que vous nous expliquiez comment vous avez répertorié les plus anciens coups de foudre de l'histoire, Jean-Claude Bologne. Alors le plus ancien, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, ce sont les Égyptiens. Lorsque Ramsès II reçoit sa 10e épouse, une princesse hittite, épousée pour des raisons tout à fait politiques, il est immédiatement séduit par sa beauté et les texte qui est gravé sur le mur des temples, parce que c'est quand même du sérieux, qui en parle de merveilles radieuses. Il n'y a jamais eu ça, ni de mémoire d'homme, ni dans les archives. Donc alors, pour eux, c'est bien le premier coup de foudre. Oui, mais là, pour le coup, ça ressemble à s'y méprendre à ce que nous venons de voir avec le maréchal de Saxe. C'est-à-dire que c'est un homme infiniment puissant, déjà bien rassis, qui tombe fou amoureux d'une toute petite jeune fille. Bon, on a envie de dire, c'est trop facile. Est-ce qu'on peut parler
parler d'un coup de foudre. Il a une passion dévorante, ça c'est sûr. Mais... Voilà. Et c'est surtout un coup de foudre d'État, si je puis me permettre. Ce qui m'intéresse dans ce récit, c'est qu'il montre que pour les Égyptiens, le coup de foudre prouve que le mariage est bien dans la volonté des dieux. Ce n'est pas une décision politique, c'est quelque chose de plus fort et que c'est dans l'ordre naturel, dans l'ordre divin. Ce serait exactement l'inverse au XVIIIe siècle, où on dirait, au contraire, on ne peut pas fonder un mariage d'État qui doit assurer la paix entre deux empires puissants sur quelque chose d'aussi évanescent que le coup de foudre. Ramsès II avait de nombreuses épouses, si je ne Il avait une dizaine d'épouses, il a épousé 2 princesses pas trop à conséquence. Ça ne portait pas trop à conséquence. Et effectivement, s'il y avait 2 épouses hittites, ça veut bien dire que si ça ne marchait pas avec une, il restait l'autre. Soyons un peu cyniques. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus le récit du coup de foudre que la réalité du coup de foudre en tant que tel. Alors, quel est-il ce récit, d'après les textes égyptiens? Et donc, c'est une vision totalement mythifiée des choses, en fait. Les dieux se mêlent de la vie du pharaon, en fait, c'est ça. Voilà, lorsqu'on parle, les traductions des hiéroglyphes sont multiples, mais lorsqu'on parle de merveilles radieuses, effectivement, ça va au-delà de la simple rencontre. Et le roi, qui est l'incarnation d'un dieu sur terre, doit faire respecter un ordre divin. Et le fait que le mariage soit dans l'ordre voulu par les dieux, puisque ce n'est pas simplement un mariage d'État, de réconciliation, marque bien ce rôle quasi divin du roi. Et la dimension divine, la dimension liée au destin, on la retrouve dans toute l'Antiquité, d'une certaine manière. On la retrouve d'une autre manière dans l'Antiquité, dans la mesure où dans la mythologie gréco-romaine, Cupidon, Vénus, Aphrodite, Eros, sont des divinités vengeresses. C'est-à-dire, si on ne leur donne pas le culte auquel ils considèrent avoir droit, ils se vengent. Ils se vengent par le coup de foudre. Donc le coup de foudre est nécessairement malheureux. Le coup de foudre est une punition, en fait. C'est une punition des dieux. Rappelez-vous Phèdre et Hippolyte. Hippolyte a refusé de sacrifier aux dieux, et le coup de foudre de Phèdre est la punition d'Hippolyte. C'est quand même assez étonnant. Encore une fois, il y a presque une inversion de la conception qu'on a du coup de foudre. À l'époque, le coup de foudre est bien considéré comme un fléau, d'une certaine manière, ce qui va bousculer et bouleverser votre vie. Oui, mais si aujourd'hui le mariage était aussi indissoluble, s'il n'y avait pas une contraception efficace qui fait qu'on n'a pas nécessairement la responsabilité des enfants, d'éventuels enfants, le coup de foudre serait tout aussi redoutable qu'il était auparavant. Dans le coup de foudre, il y a coup et il y a foudre. C'est quand même quelque chose de fort. Alors il y a des coups de foudre, peut-être les plus importants de toute notre culture, ce sont ceux du Moyen-Âge. Je pense évidemment au fameux filtre d'amour entre Tristan et Iseux. Là, on peut parler d'un coup de foudre, alors d'un coup de foudre chimique, d'une certaine manière. Alors, c'est un coup de foudre magique ou chimique, selon que vous croyez ou non à la vertu des plantes qui l'ont composé. Du filtre, dans le filtre, il a filé, il aimait en grec. Et c'est ça, c'est un coup de foudre aussi à retardement, puisqu'ils se connaissaient auparavant, mais c'est bien un amour immédiat, instantané et brusque, selon la version... Qui va causer beaucoup de malheur. Qui va causer beaucoup de malheur, puisque Iseux n'est pas destiné à épouser Tristan, mais son oncle, le roi Marc. C'est un coup de foudre qui va beaucoup faire parler de lui, parce que c'est un amour adultère, et un amour adultère consommé. Tout l'amour courtois est fondé sur un amour adultère puissant, mais qui n'est jamais consommé, théoriquement. Donc là, il y a une petite encoche aux règles de l'amour courtois, qui fait qu'on va beaucoup parler du filtre de Tristan et Iseux. Oui, et d'une façon générale, toute la littérature courtoise est fondée sur l'exaltation des sentiments, mais le sentiment qui unit un chevalier à sa dame, qui d'ailleurs généralement reste parfaitement pur, ce sentiment est bien souvent construit, il ne naît pas d'un coup de foudre normalement. Alors, il naît de la raison. Il est moins noble s'il naît d'un coup de foudre, voilà, c'est ça. Il naît de la raison. C'est le mot-clé. Raison et joie sont les deux mots-clés de l'amour courtois. Mais cette raison, dans certains cas, peut justifier le coup de foudre. Le coup de foudre est immédiat et il nous donne une sorte de connaissance intuitive de ce qu'est l'autre. Et si la raison vient appuyer cette connaissance intuitive, le coup de foudre est tout à fait légitime. Il y a des amours du premier regard qui apparaissent dans le roman courtois, à condition qu'ils ne descendent pas jusqu'au sens. Il y a une échelle des valeurs qui va
qui descend des yeux vers les sens les moins nobles, ou qui peut s'élever des yeux vers la raison, la volonté, la mémoire. Pour arriver à l'époque précieuse, je ne sais pas si sur la carte du tendre de Mademoiselle de Scudéry, il était prévu je ne sais plus s'il y a une chute d'eau ou une cataracte qui représente le coup de foudre. Il y a un long fleuve impétueux. Ah, voilà. Et il y a 2 voies sur la carte de tendre. Il y a la voie directe, la voie rapide, qui va directement de Nouvelle-Amitié à Tendre, et on va directement dans la mer dangereuse et les terres inconnues, ou bien la voie lente, qui est la voie terrestre à l'époque, et on va de petit village en petit village, et là c'est la conquête amoureuse, lente et tendre. Oui. Cette conquête amoureuse est toujours valorisée, c'est elle qui est mise en avant. C'est intéressant dans une journée comme celle-ci, parce qu'évidemment, notre société marchande s'est emparée de la Saint-Valentin pour en faire un grand événement commercial, mais qu'on le veuille ou non, ça reste aussi un événement culturel très important. Et évidemment, on a tendance à privilégier dans la célébration de la Saint-Valentin l'amour-passion d'une certaine manière, l'amour effréné, l'amour torride, l'amour du coup de foudre. Ce que vous nous dites, c'est que toutes les traditions qui nous ont précédés, et même lorsqu'on remonte à la plus haute antiquité, nous apprendraient plutôt le contraire. Il serait plutôt mieux, semble-t-il, de célébrer un amour plus calme et plus raisonné. Voilà, il peut aussi y avoir des amours-passions qui se construisent petit à petit. La passion, c'est ce qui est le plus magnifique, ça, c'est dompter la passion. Voilà, le cas le plus célèbre est celui de Saint-Simon. Lorsque Saint-Simon parle de son mariage, il a une dizaine de pages élogieuses sur son futur beau-père. C'est lui manifestement qui l'épouse, et quelques lignes sur sa femme. 50 ans après, c'est un veuf éploré. Ah oui, il a vraiment aimé sa femme. Oui, ça s'est construit au fur et à mesure. Bien sûr, il a trouvé l'âme sœur d'une certaine manière. Hein. Il a trouvé l'âme sœur, c'est une notion qui est un petit peu plus récente, qui date effectivement de l'époque romantique, mais lorsqu'on croit qu'il y a des mariages célestes qui ont précédé notre naissance, on retrouve en fait une âme sœur à laquelle on était prédestiné. On va venir dans un instant à cette époque romantique, la grande époque du coup de foudre, si je puis dire. Mais avant cela, revenons un instant sur cette fin de XVIIIe siècle qui nous occupait depuis le début de l'émission, sur Crébillon, sur la notion même de coup de foudre. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient en route, qui est créé le terme même a été écrit par Crébillon en 1741. Donc il est créé à ce moment-là. Vous nous dites que chez Crébillon, il y a une forme de cynisme qui consiste à voir le coup de foudre comme un prétexte qu'utiliseraient les dames un peu légères pour justifier leur attitude. Il y a aussi la volonté de comprendre les mécanismes en quelque sorte. On essaie de rationaliser les choses. Oui, tout à fait. L'époque classique, depuis Descartes, depuis le XVIIe siècle, essaie de comprendre psychologiquement les mécanismes et l'apparition du coup de foudre. Et le XVIIIe siècle, et notamment les années 1740, vont y ajouter des interprétations, je dirais, pré-scientifiques. C'est-à-dire des raisonnements scientifiques qui n'ont pas encore toutes les connaissances. Je pense notamment, on parlait tout à l'heure du coup de sympathie qui a précédé le coup de foudre. La sympathie est une notion scientifique pour l'époque. C'est une matière invisible impalpable, éthérée, qui peut être projetée d'un jeune homme vers une jeune femme, l'imprégner et expliquer ses attirances immédiates. Pas très loin des phéromones. À 2 siècles de distance, ce sont les phéromones. C'est assez étonnant quand même, il faut le reconnaître. Nous parlons des coups de foudre cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, le romancier Jean-Claude Bologne, et avec le directeur général de l'établissement public du domaine national de Chambord, Jean Dossonville, qui vient de nous rejoindre. Qui en est même le président. Bonjour Jean Dossonville. Bonjour. Non, j'en suis humblement le directeur et le serviteur. Voilà. Serviteur de Chambord, c'est comme ça qu'on vous présente. Alors, nous allons revenir dans un instant sur Maurice de Saxe avec vous et sur les autres grands occupants d'une demeure royale extraordinaire. Je voudrais que nous prolongions, si vous êtes d'accord Jean-Claude Bologne, notre promenade dans l'histoire du coup de foudre par l'époque où le coup de foudre va trouver alors ses lettres de noblesse. C'est l'époque romantique. Jusqu'ici, on a bien compris que Antiquité, Moyen-Âge, époque classique, globalement, le coup de foudre est considéré comme un fléau, comme une catastrophe, comme un bouleversement plutôt négatif. Et voilà que le coup de foudre va se mettre bientôt à être recherché. On va le rechercher pour lui-même.
À partir du moment, effectivement, où on commence à croire aux âmes sœurs, l'expression est typiquement romantique, elle date des années 1820, et donc à des mariages antérieurs à la naissance, le coup de foudre est la preuve d'une élection. C'est parce qu'on est une âme d'élite que l'on va rencontrer une autre âme d'élite qui nous est destinée de toute éternité. Et le coup de foudre va tout à coup pulluler dans les romans de Balzac, dans toute la littérature de l'époque, y compris dans les mémoires des oui, artistes. Bien sûr, hein, oui. Donc le coup de foudre est fortement réévalué. Il va trouver sa première explication psychologique relativement crédible, je dirais, avec Stendhal, avec le phénomène de la double cristallisation. Et cette idée tout à fait intéressante chez Stendhal, il faut deux cristallisations, donc un certain temps. Il faut que vous nous expliquiez ce qu'est la cristallisation stendhalienne. Ça va nous rappeler des souvenirs scolaires, mais voilà, c'est important. C'est assez simple. Si vous mettez un rameau de bois sec dans une mine de sel, après quelques temps, les cristaux se seront posés dessus. Vous ne voyez plus le rameau, vous ne voyez plus que le scintillement des cristaux. C'est la même chose pour l'objet dont on est amoureux. On ne voit plus ses défauts, on ne voit que des qualités qu'on a nous-mêmes inventées. Pour cela, ça demande du temps. C'est une justification de la projection, en fait. C'est une justification de la projection avant la lettre. Or, le coup de foudre ne prend pas de temps. Alors, que se passe-t-il pour Stendhal? C'est qu'il y a une sorte de première cristallisation inconsciente. On s'est construit un modèle idéal et on le reconnaît tout à coup du premier regard. Et là-dedans, vous avez toutes les prémices de la théorie psychanalytique et freudienne. Il n'y a pas de trouvaille, il y a une retrouvaille, et l'objet dont on tombe amoureux est un objet dont on était inconsciemment amoureux depuis longtemps pour d'autres circonstances. Donc il y a à la fois une explication plus rationnelle du coup de foudre, plus psychologique du coup de foudre. Il y a des exemples dans la vie réelle, avec tous les guillemets qui s'imposent, qui sont reconstruits dans les mémoires, et une littérature abondante sur le coup de foudre. Et toute une littérature de spectacle également, hein, le théâtre, l'opéra. Alors à quel niveau, bien entendu, l'opéra va devenir le lieu d'élection du coup de foudre d'une certaine manière, et puis ensuite le cinéma, etc. Et aujourd'hui la télévision. Notre société a survalorisé le coup de foudre, disons les choses. Comment l'expliquez-vous ? Alors, je l'explique d'une part par la prévalence des passions fortes dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine amoureux. Et après la période révolutionnaire et jusqu'à l'Empire, où il y a quand même une succession de régimes, de guerres, de bouleversements, on est beaucoup plus sensible à ces passions fortes et à ces retournements de situation. Le coup de foudre n'est qu'un retournement de situation parmi d'autres. Par le fait aussi que, même s'il y a cette parenthèse de la Restauration, que le divorce a été réintroduit à la Révolution. Oui, c'est vrai. Et donc, on a moins peur d'une passion fulgurante, très forte, mais brève. Le divorce, et notamment le divorce par consentement mutuel, ont beaucoup fait pour la valorisation de passions brèves dans lesquelles on se donne totalement en se disant que, mon Dieu, on a toujours une seconde chance possible si ça ne fonctionne pas. C'est peut-être, oui, c'est une sorte de justification aussi, d'une certaine manière. Merci beaucoup, Jean-Claude Bologne. Votre histoire du coup de foudre, qui est, vous l'aurez compris, une sorte de grande analyse du phénomène du coup de foudre à travers les siècles et les millénaires, est publiée chez Albin Michel. Et puis, pour raconter cette histoire du couple Favard et de ses déboires avec le maréchal de Saxe, nous nous sommes inspirés du récit que Gavin Clément Ruiz a fait paraître à la librairie Vuibert dans Les coups de foudre qui ont fait la France. Nous allons maintenant aller dans un endroit qu'on doit pouvoir qualifier d'idyllique, Jean d'Aussonville. Nous allons passer la demi-heure qui vient dans une des plus belles demeures de France, d'Europe, de tous les temps. Nous partons pour le château de Chambord. Très bel après-midi à l'écoute d'Europe 1. Il est 15h. Le Flash vous est présenté par Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Carole, bonjour à tous. Face aux violents incendies qui sévissent dans le sud de la France et en Corse, la France en appelle à l'Union européenne. Elle demande 2 avions Canadair pour aider les moyens mobilisés sur place. Plus de 3000 hectares de forêt et de maquis sont partis en fumée hier. La réponse devrait être connue dans les prochaines heures et si elle est positive, les avions pourront intervenir dès ce soir. Sur le terrain, malgré les fortes rafales de vent, les feux sont globalement contenus, à l'exception de plusieurs foyers dans le Var, à la Croix-Valmer,
près de Saint-Tropez. Plusieurs axes routiers ont été fermés et 300 personnes évacuées d'un camping. La polémique continue sur les aides au logement. Le gouvernement annonce une réforme globale des APL à l'automne. Objectif, mettre fin à un système pervers responsable d'une inflation des loyers, selon les mots de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires. L'examen de la moralisation de la vie publique à l'Assemblée et les députés sont revenus sur une promesse d'Emmanuel Macron, celle d'être obligé de disposer d'un casier judiciaire vierge pour être candidat à une élection. Ils ont estimé qu'elle comportait un risque d'inconstitutionnalité. Les députés ont préféré introduire de nouvelles sanctions pour les élus qui se détourneraient du chemin de la droiture. L'étau judiciaire se resserre autour du couple Balkany. Le parquet national financier demande leur renvoi en correctionnel ainsi que celui d'un de leurs enfants. Le maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, son épouse et leur fils devraient être jugés pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Ils sont accusés d'avoir caché plusieurs millions d'euros au fisc via des montages de sociétés à l'étranger, d'avoir notamment dissimulé une villa aux Antilles et un riad au Maroc. C'est ce soir à 18h qu'on connaîtra les chiffres du chômage du mois de juin, les premiers complets de la présidence d'Emmanuel Macron. Le gouvernement ne les commentera pas. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a décidé de rompre avec cette tradition, mais elle fera désormais un point tous les trimestres au cours duquel elle commentera également d'autres indicateurs. Paris, médiateur de paix pour la Libye. Les deux hommes forts du pays se rencontrent cet après-midi à la Celle-Saint-Cloud près de Paris, sous l'égide d'Emmanuel Macron. Avant la rencontre, les deux factions rivales libyennes publient un document de travail dans lequel elles s'engagent à un cessez-le-feu et à organiser des élections dès que possible en Libye. À Jérusalem, après une intense mobilisation diplomatique, les détecteurs de métaux installés aux abords de l'esplanade des mosquées ont été retirés. Ils ont été remplacés par des caméras de surveillance. Les autorités musulmanes, de leur côté, maintiennent leur boycott de ce lieu saint de l'islam. Et puis, c'est le contrat le plus important de l'histoire de Dassault Systèmes. L'éditeur français de logiciels industriels va moderniser l'ensemble de la chaîne de production de Boeing. Ni la durée de l'accord ni le montant n'ont été précisés, mais Le Figaro a estimé l'engagement à 30 ans et a évalué le contrat à 1 milliard de dollars. Vous êtes sur Europe 1, il est 15h03 et au cœur de l'histoire continue avec Franck Ferrand. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Après avoir évoqué le maréchal de Saxe qui habitait au château de Chambord à la fin du XVIIIe siècle, nous partons à bord de la Ferrand Mobile dans le Loir-et-Cher visiter le magnifique château de Chambord. Et si d'ailleurs vous avez séjourné ou si vous habitez dans la région, vous pouvez partager vos photos ou vos conseils de visite sur la page Facebook. D'ailleurs, à propos du maréchal de Saxe, via Facebook, Loris nous dit que c'est la première fois qu'il entend dire que le maréchal de Saxe est mort d'une chute de cheval. Eh bien non, cher ami, non. Ce n'est pas la première fois, ça fait partie des théories possibles. On ne sait pas exactement les circonstances de la mort du maréchal. On sait qu'il s'épuisait beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire, qu'il menait une activité physique peut-être un peu trop exigeante pour sa condition, pour son état de santé. Alors est-ce qu'il est mort des suites d'un rhume, des suites d'une chute effectivement à la chasse, ou bien des deux? C'est très complexe. Certains vont même jusqu'à dire qu'il serait mort dans un duel en fait, Jean d'Aussonville. Tout a existé sur le sujet. Oui, la version la plus certaine, c'est qu'il serait mort d'un refroidissement après une chasse à Chambord. Et on a dit qu'il serait mort en duel avec le prince de Conti dans les jardins de Chambord. C'est une belle histoire. Ça me plaît qu'on le dise. Voilà, ça fait une belle légende de plus pour Chambord. Ça n'est pas exact. Ouais. Et en effet, c'était quand même un militaire très éprouvé par la vie, par la passion amoureuse et une certaine dissipation dans les passions. Oui.
Moi, il se trouve que j'ai beaucoup étudié le maréchal de Saxe il y a longtemps, à l'époque où j'écrivais sur Madame de Pompadour, et que j'avais compris à l'époque que le génie militaire n'était sûrement pas un génie dans la vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est étonnant de voir à quel point ce bonhomme, qui a par ailleurs été sans doute un des plus grands soldats de son temps, incontestablement, sait mal se comporter avec les gens. Il est toujours gêné aux entournures, si je puis dire. Napoléon disait de lui qu'il était peut-être le plus grand stratège du XVIIIe siècle. Et Frédéric de Prusse le considérait aussi comme tel. Et pourtant, c'était quelqu'un de maladroit, c'est ça, voilà. Et presque de naïf, quelque part, et allant jusqu'à la cruauté. Et je ne résiste pas à la tentation de lire une citation du cardinal de Bernis que j'ai sous les yeux sur cette débauche. Et Bernis dit « Il est dommage qu'un aussi grand homme de guerre ait été livré à l'amour, à la débauche, à la mauvaise compagnie. On peut dire que les filles de théâtre ont privé la France d'un appui qui lui était nécessaire. » Les filles de théâtre. Ouais, on pense toujours à Adrienne Lecouvreur, oui. Bien entendu, qui est un peu la tarte à la crème dans le domaine. Alors, le maréchal de Saxe se voit littéralement offrir, alors en usufruit, le château de Chambord par le roi Louis XV, qui ne l'utilise pas, disons les choses. Il faudrait peut-être qu'on fasse un rapide survol. On reviendra tout à l'heure aux origines de Chambord et au rôle éventuel de Léonard de Vinci, bien sûr. Mais depuis que le château est terminé, sous le roi Henri II, disons, personne ne l'occupe véritablement. Le roi Louis XIV y vient, quelquefois. Au fond, après la mort d'Henri II, donc fils de François Ier, il est probable qu'on perd un peu le sens de ce qu'a voulu faire François Ier et Léonard de Vinci, parce que je pense que cette hypothèse est forte à Chambord. Et puis la cour est revenue en vallée de la Seine, après Pavie 1525. Et donc, au fond, la monarchie et puis l'État, la France, tout au long des siècles qui suivent, se dit « qu'est-ce que je vais faire de Chambord ?» Louis XIV vient plusieurs fois pour y chasser, et puis ensuite, quand il lance Versailles, finalement, il n'y a plus l'usage de Chambord. Louis XV décide d'y accueillir Stanislas Leszczynski, son beau-père, ex-roi de Pologne, et puis il a cette idée de remercier le maréchal de Saxe après la victoire de Fontenoy. Comme Louis XIV avait remercié le maréchal de Villars en l'installant à Vaux, du reste, non? Oui, et j'allais dire, cher Franck Ferrand, comme le fera ensuite Napoléon, avec en accordant Chambord au maréchal Berthier. C'est ça. Ce qui était aussi une manière de lui dire, écoute, je t'ai fait maréchal, je t'ai fait riche, tu vas prendre Chambord et tu vas t'en occuper, oui, parce que cette dimension. C'est un privilège, mais c'est aussi une charge, il faut le dire. C'est le plus sûr moyen de se ruiner. Entre parenthèses, il y a un autre personnage qui a fait de courts séjours à Chambord, c'est le comte de Saint-Germain. C'est une espèce de personnage assez étrange, qui était devenu un peu un gourou pour Madame de Pompadour, qui ne prétendait rien, mais qui laissait prétendre sur son compte qu'il vivait depuis plusieurs siècles et qu'il avait le pouvoir de changer les pierres ordinaires en joyaux, en pierres précieuses. Que venait-il faire à Chambord ? Chambord est une énigme et donc attire les personnages énigmatiques ou bien en quête de mystère ou d'ésotérisme. Et donc, est-ce que Saint-Germain est venu parce qu'on lui avait dit que Chambord était peut-être une construction issue du savoir des pères du désert, des Égyptiens, que on n'avait peut-être pas découvert encore Stonehenge, mais qu'on était en relation cosmique avec d'autres sites? On peut l'imaginer. Le personnage qui a marqué l'époque, c'est le maréchal de Saxe. C'est-à-dire que la trace du maréchal de Saxe est encore très présente. Alors on a perdu beaucoup de son mobilier, on a perdu ses drapeaux pris à l'ennemi qui était son antichambre. Il régnait en prince souverain à Chambord, il avait ses canons devant la maison. Vous imaginez toute une cour, etc. Il n'était pas là tout seul, bien entendu. Il tenait court, il avait son régiment qui faisait la manœuvre devant Chambord, et puis il a eu ensuite Mademoiselle Favart, qui n'était pas la seule. Et non, bien entendu. L'autre grand personnage de l'histoire d'un château qui, somme toute, aura été très peu habité, et pour cause, c'est un peu le château de la Belle-au-Bois-Normand, et nous verrons tout à l'heure jusqu'à quel point, c'est bien sûr le comte de Chambord, qui d'ailleurs n'était pas né comte de Chambord, mais duc de Bordeaux, et qui est devenu comte de Chambord à la suite d'une souscription nationale. Il faut que vous nous racontiez en quelques mots cette histoire étonnante. Le paradoxe du comte de Chambord par rapport au thème qui nous éprend. Donc là, c'est le petit-fils de Charles X. C'est le petit-fils de Charles X. Donc, c'est l'enfant du miracle. Son père meurt assassiné. Le duc de Bordeaux est mis au monde 6 mois plus tard. C'est un garçon. Donc, la lignée directe des Bourbons se perpétue. Et donc,
à l'époque où Chambord était menacé. La mort du duc de Berry, c'est de 1820. 1820. Et la souscription nationale, c'est 1821, l'acquisition de Chambord. Et c'est le moment où la France prend conscience de la perte de son patrimoine lors de la Révolution. Les romantiques comme Victor Hugo se battent pour le patrimoine. Et puis la monarchie est relativement populaire parce que c'est la paix. Et donc on offre Chambord au duc de Bordeaux. Le comte de Chambord, dans tout cela, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un personnage romantique, mais c'est l'anti-coup de foudre. C'est le contraire de la passion, c'est le contraire de la dissipation. C'est vraiment qu'on puisse dire. Le maréchal de Saxe et le comte de Chambord. On peut pas imaginer plus éloignés, deux opposés, comme deux opposés. C'est assez étonnant. Alors, nous allons voir quand même jusqu'où la passion habite les murs. Ce sont des vieux amants, Jacques Brel sur Europe 1. Et jusqu'à 15h30, nous nous intéressons au mystère de Chambord avec vous, Franck, et avec votre invité, le directeur général de l'établissement public du domaine national de Chambord, Jean Dossonville. François Ier était le roi de la cour des dames. Il aimait les femmes, il a souffert d'ailleurs, mais il en a fait souffrir un certain nombre. Nous n'allons pas revenir une fois de plus sur le sujet. Est-ce que le château de Chambord, de ce point de vue, pourrait être une sorte de temple des amours royales? Est-ce que ça peut être conçu de cette manière, Jean Dossonville? C'est beaucoup plus que cela, mais cela comporte aussi cette dimension, parce que François Ier, qui aimait les femmes, la guerre, les arts, la poésie, c'est un homme de passion, et c'est quelqu'un qui aimait à Chambord accueillir ce qu'il appelait sa petite bande. Alors c'était pour aller à la chasse, ça c'était les hommes, mais aussi pour accueillir les femmes de son cœur. Il faut imaginer que François Ier a 20 ans quand il est sacré roi, en 1515, c'est un grand gaillard d'1m96, et il a 24 ans quand il lance la construction de Chambord. Il est en pleine possession de ses moyens et de ses effets. Du règne, puisque ça commence au début du règne et ça va se construire jusqu'au-delà. Voilà, et son fils même le poursuit, et donc ça n'a rien d'un caprice, c'est une volonté qui est profonde, qui est une œuvre, c'est un roi bâtisseur, et pour moi c'est beaucoup plus... Je ne fais d'ailleurs que reprendre un thème qui traverse les siècles. C'est beaucoup plus une œuvre d'art, une œuvre d'imagination, de poésie, qu'un château, qu'une résidence de pouvoir. Et ça, c'est ce qu'il y a à l'instant, justement, Carole parlait du mystère de Chambord, c'est ce qu'il y a de très fort dans cette demeure. C'est qu'elle n'est pas bâtie progressivement au fil des siècles pour abriter une famille, une cour, que sais-je, comme la plupart des châteaux, pour ne pas dire la quasi-totalité des grandes demeures royales d'Europe. Là, nous sommes en face d'une sorte d'épure architecturale. On est dans un exercice. C'est l'art pour l'art. Dans un endroit où n'existe rien, on est au milieu d'une forêt, on va bâtir un château qui est une sorte de perfection architecturale, bâti d'un seul tenant, d'un seul jet, et selon des plans. Alors, est-ce qu'ils sont de Léonard de Vinci? C'est la grande question. Je crois pour ma part de plus en plus, et beaucoup de gens maintenant, à la lumière des dernières découvertes archéologiques et des archives, pensent que le programme est en tout état de cause léonardien. En fait, on n'a pas de plan de Chambord, on n'a pas de plan signé. Ce qui est troublant... Il y a des croquis en revanche. Il y a des croquis, il y a eu des maquettes, mais il y a beaucoup d'éléments convergents aujourd'hui pour dire que ce qu'on appelle le donjon, c'est la partie centrale, c'est la mise en œuvre d'une conception léonardienne. Donc, est-ce que Léonard de Vinci a signé lui-même les plans? C'est-à-dire, est-ce que c'est la réalisation de quelque chose qu'il a vu? Ou est-ce que c'est la mise en œuvre par le roi et des disciples, par exemple Dominique de Cortone, des principes léonardiens? De toute façon, on est en présence d'une réalisation léonardienne. Et c'est extrêmement important de s'y arrêter parce que on ne connaît pas d'autres œuvres architecturales de Léonard de Vinci. Il a fait l'architecture de bois temporaire pour des faits, des événements. Mais au fond, Chambord est peut-être sa dernière œuvre au monde. Et c'est peut-être sa seule œuvre d'architecture. Œuvre posthume, donc. Posthume. Parce que lui meurt en 1819 et le chantier commence l'année suivante, en fait. Voilà. Il meurt en mai 1519 et le chantier commence en septembre 1519, donc quelques mois après. Donc, de toute façon, il n'est pas le maître maçon ou le maître d'œuvre, mais il est l'inspirateur de manière certaine et peut-être le concepteur du donjon. Et ne serait-ce que pour cela,
cela vaut la peine de venir au moins une fois dans sa vie en pèlerinage à Chambord, parce que c'est un pèlerinage esthétique, artistique, presque conceptuel, mystique, et puis éventuellement gastronomique, puisque l'hôtel va être bientôt terminé. Donc ça vaut la peine de se remettre de ses émotions une fois qu'on est venu. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est Léonard de Vinci ? D'abord parce qu'il a passé 3 ans au Clos Lucé et qu'il était extrêmement proche de François Ier et qu'il appelait mon père. Il y a des éléments qu'on ne trouve que dans ses carnets. C'est ça. Par exemple, l'escalier à double révolution. Voilà. Qui est au cœur même du dispositif architectural. Absolument. La taille des pièces, le plan modulaire, c'est la répétition de 32 appartements. Il faudra attendre quasiment le XXe siècle pour trouver ce type de plan fonctionnel. De manière quasi abstraite, comme ça. Quasi abstraite, c'est pas fait pour y habiter, c'est fait pour représenter une idée. C'est un peu le palais des courants d'air, j'ai dit ça un jour, alors vous n'étiez pas content, je le redis aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas une maison faite pour être habitée a priori, en fait. Non, c'est éventuellement une maison qui est faite pour y organiser une fête, un événement. C'est fait pour la représentation, mais c'est une idée incarnée dans l'architecture. Donc c'est une œuvre d'art. Ça évoque bien sûr la puissance royale, mais aussi quelque chose de mystique, de cosmique, mais tout simplement, vous le disiez très bien, l'art pour l'art. Et je crois que s'il y a une chose à retenir dans Chambord, c'est que le plan, qui est un plan giratoire, c'est-à-dire qui tourne, tout est circulaire à Chambord. Tout est circulaire, ça exprime le mouvement perpétuel. Donc c'est l'idée même de la Renaissance. C'est en fait, ça veut dire renaître, renaissance. C'est passionnant ça. On aurait aimé que Chambord, qui est un peu, je sais plus qui disait le Taj Mahal de l'Europe, on aurait aimé, c'est vous qui dites ça d'ailleurs tout simplement. Moi je le dis en tout cas. Bravo. On aurait aimé que ce soit le cadeau d'un souverain à la femme qu'il aime. Mais ça n'est pas le cas en l'occurrence. On peut pas dire que ni Françoise de Chateaubriand, ni la duchesse d'Étampes aient été les destinataires du château de Chambord. Non, parce que Chambord reste malgré tout un château qui est assez viril. Eh oui. Il y a la citation du donjon de Vincennes, donc la vieille monarchie française, donc l'idée de la défense, de la guerre. Il y a la chasse, c'est quand même à l'époque un exercice militaire. Et François Ier quand même à l'époque dans l'affirmation quand même d'une virilité puissante, guerrière, qui est faite pour impressionner, et on est très content pour lui. Malgré tout, c'est quelqu'un qui aime la poésie, qui aime vraiment les femmes. Il n'a pas forcé les femmes, il les a séduites. Il disait très joliment qu'une cour sans femmes était comme un jardin sans fleurs. Et d'ailleurs, la civilisation de cour à la française, qui bien sûr est d'inspiration chevaleresque, c'est le roi chevalier François Ier, elle lui doit beaucoup. Donc on continue de devoir, je crois, François Ier, en tout cas quand on ne s'oublie pas, une certaine galanterie à la française qu'on pourrait continuer de cultiver. Dernière partie consacrée à Chambord avec vous, Franck, et avec votre invité, Jean Dossonville. Chambord a quelque chose de grandiose et de majestueux. Vous nous parliez tout à l'heure d'une idée architecturale. C'est vrai que c'est une sorte de manifeste qui a été planté dans le paysage. Un paysage qui est en train de se modifier tout autour, si j'en crois votre community manager, Alexandre, qui nous envoie une très belle photo des travaux actuellement en cours autour du château lui-même. Dès le départ, Chambord, c'est un château et un domaine, clos de murs. Alors il a fallu 120 ans pour le clore. C'est un peu l'idée d'un paradis, d'une cité idéale. Et François Ier avait le projet de détourner la Loire et de faire du château une île. Il avait passé commande en 1545 à un ingénieur hydrologue de travaux pour pouvoir le faire. Il est mort 2 ans plus tard, en 1547, il ne l'a pas fait. Louis XIV, plus tard, restaurant Chambord, s'est avisé que tout de même ce château au milieu des marais, ça n'était pas idéal, c'était curieux. Cela dit, ça devait avoir quand même un mérite, c'était de souligner le caractère extrêmement spectaculaire de l'architecture, puisqu'elle était au milieu d'un no man's land, en quelque sorte. Ça devait être assez étonnant. Une sorte de surgissement comme une île, un peu comme le Mont Saint-Michel au-dessus de la mer, et une image très romantique. Et Louis XIV fait créer une terrasse qui fait 6,5 hectares au pied du château. Il canalise la rivière qui passe, le Cosson, et on sait maintenant par les fouilles qu'il a créé un premier jardin en 1682. Nous venons de restituer un jardin qui était l'état de 1734, celui commandé pour Stanislas Leżinski, 1745, donc c'est aussi l'état du maréchal de Saxe, et qui a en gros duré jusqu'à la guerre de 1914. On a pu faire une restitution extrêmement fidèle grâce aux archives. On avait les factures, les instructions données aux jardiniers, de l'iconographie, des gravures, les fouilles. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précis.
Et c'est un bonheur immense. C'est-à-dire que c'est une mise en majesté du château extraordinaire qui souligne les aplombs, les perspectives. Donc il faut absolument venir voir ce jardin qui sera ouvert au printemps, à partir du 20 mars, et auquel on accède par l'intérieur en passant autour de l'escalier Double Révolution. C'est tout à fait magnifique. On sera depuis la demeure, on arrivera dans le jardin. C'est le prolongement qui manquait d'une certaine manière. C'est le prolongement qui manquait parce que le château flottait un peu sur une sorte de glacis de gazon. 13 années 70, c'était le président Pompidou qui à l'époque avait fait mettre en réserve cette partie-là en disant il n'y reste plus que quelques éléments du jardin, ça n'a plus de sens. Et il avait raison. Donc c'était un parti pris de sobriété. Et on a en même temps cette espèce de flèche, cette allée de 4,5 km qui traverse de part en part le château et qui indique la présence de l'escalier Double Révolution, qu'on va également restaurer, donc ces perspectives. On a eu pour tout ça d'abord un très beau mécénat d'un mécène américain, Steven Schwarzman, qui nous a apporté 3,5 millions d'euros. C'est exactement la contre-valeur des parterres à la française. Donc tout cela ne coûte rien au conservatoire français, mais en revanche embellit notre patrimoine national et nous aidera beaucoup à l'ouverture de Chambord. Puisque vous parlez du président Pompidou, disons qu'il sera à l'honneur dans une exposition qui lui est consacrée. Oui, le Centre Pompidou fête ses 40 ans. Ah ça, nous le savons, nous les avons fêtés ici même. Voilà, manifestation. Et donc, en lien avec le Centre Pompidou, à Chambord, nous nous consacrons à la personne de Pompidou comme amateur et critique d'art et collectionneur. Et ça a été un grand monsieur sur le plan artistique. Il avait un rapport personnel avec Chambord parce que d'abord c'est lui qui a conseillé au général de Gaulle à l'époque d'y installer les chasses présidentielles, la chasse aux sangliers. Il est venu chasser à Chambord, mais c'est également lui qui fait restaurer le canal dans le gabarit de Louis XIV, restaurer une partie des toitures, commencer à remettre en eau les douves, et donc il est intervenu et mettre en réserve le jardin. Donc c'est amusant de penser que cette année, nous allons restituer le jardin que Georges Pompidou avait mis en réserve, faute de mieux, dans les années 70. Magnifique. Qu'en est-il aujourd'hui des chasses présidentielles ? Les présidents ne chassent plus depuis quelque temps. Les présidents ne chassent plus. Le président Mitterrand avait un comité des chasses présidentielles. Oui. Qui a beaucoup fait parler de lui. Voilà. Jacques Chirac y a mis fin. Nicolas Sarkozy a confirmé cela. François Hollande a été le président de la normalisation des chasses. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de chasse présidentielle. Il y a toujours des chasses. Il y a toujours des chasses. Pour avoir dormi à Chambord au moment du brame, je peux vous dire qu'on les entend, les cerfs de la forêt de Chambord. Bien sûr, les chasses sont une nécessité pour la régulation des espèces. En fait, une espèce de sanglier, elle peut doubler en 1 an ou 2 ans. Et puis, elles font partie aussi d'un patrimoine vivant. C'est-à-dire que il y a une célébration de l'art de la chasse comme étant un patrimoine national à Chambord, et ceci continue avec des invitations de personnalités représentatives dont la chasse, comme les présidents de fédération, mais aussi pour nous une manière de lever du mécénat. Et qui aujourd'hui nous permet de contribuer à l'entretien du château. Et puis je vais le dire pour ménager votre grande humilité, mais il faut dire que le château de Chambord fait tout maintenant pour accueillir le public. Il le fait magnifiquement. Il y a cet hôtel qui va rouvrir là incessamment. Dans combien de temps ? Hôtel en Noël 2017, restauré par Jean-Michel Villemotte. Et puis tout l'accueil, le circuit, les histopades qu'on trouve maintenant dans un certain nombre de monuments, mais qui permettent de faire revivre l'architecture telle qu'elle était à différentes époques. Tout ça, évidemment, fait de Chambord une sorte de site pilote dont il faut saluer les responsables, à commencer par vous, bien entendu, Jean d'Aussonville. Merci beaucoup.